tous. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va parler de la nécessité du temps long. Je dis nécessité parce qu'il paraît quand même évident aujourd'hui à toutes les personnes un peu sérieuses qui ont réfléchi à ce sujet que le court-termisme qui sous-tend le système économique dans lequel on vit nous conduit droit dans le mur, on peut même dire probablement à la ruine générale. Et c'est paradoxalement la bonne nouvelle parce que personne n'ayant envie d'être ruiné, ça peut quand même accélérer une prise de conscience. La question qu'on va donc poser est la suivante: comment est-ce qu'on réveille les consciences des leaders internationaux pour favoriser justement une vision à long terme dans leur entreprise? Et pour répondre à cette question, on a choisi trois profils qui ont deux points communs. D'abord, ils ont tous une influence internationale par leur parcours, évidemment. Et puis, dans leur réussite personnelle, ils l'ont conduite de pair avec ce que l'on va appeler un sens de l'intérêt général et un intérêt particulier pour la vie de la cité et l'amélioration du bien-être de tous. Bonsoir Ariane de Rothschild. Vous êtes la présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild. Jean-Luc Alavena, bonsoir. Vous êtes partenaire de la plateforme financière Apollo qui gère, je le précise, 200 milliards de fonds. Alors c'est vrai qu'on est très finance là, on peut penser spontanément que la finance n'est pas synonyme d'altruisme, mais en l'occurrence sur cette table ronde, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas et c'est aussi pour ça qu'on a choisi nos invités. Vous, Jean-Luc, par exemple, vous avez créé ou présidé beaucoup de fondations, vous présidez encore l'Institut ASMEN, justement, vous vous intéressez à titre bénévole à ces questions de vie dans la cité et de long terme surtout. Shiv Vikram Khemka, bonsoir. Vous êtes vice-président du groupe d'investissement Sun, mais ce n'est pas ce qui vous anime pour discuter avec vous depuis hier, je le sais. Shiv passe 50% de son temps à tout simplement essayer de promouvoir toute une génération de leaders éthiques. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Il va nous en parler. On n'est pas en train de parler d'une petite organisation. Il a déjà formé 3 millions de jeunes. Il a un objectif de 100 millions de jeunes formés dans les 2 ans, donc c'est pas une petite goutte. Et il va nous expliquer comment il fait tout ça et où est-ce que ça nous mène. Pour l'instant, on va en parler ensemble. Je reviens d'abord peut-être pour démarrer ce débat à la première question qui est posée dans le titre de cette table ronde. Comment est-ce que finalement on introduit aujourd'hui la notion de vision à long terme dans un système où le gain est réclamé à court terme? Je me tourne spontanément vers vous, Ariane de Rothschild, pour cette question. Alors, je voudrais par une boutade, je pense qu'il faut déjà être résistant, parce qu'il faut résister effectivement parfois aux pressions de marché et aux turbulences de marché sur le court terme. Ça, c'est anecdotique. Je pense que ça passe beaucoup par l'éthique et la durabilité d'une entreprise. Durabilité, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est play by the rules. C'est respecter la législation qui paraît basique mais essentielle. L'autre sujet, c'est la gouvernance d'entreprise. Une saine gouvernance d'entreprise est essentielle. Je dirais le troisième point, c'est l'équilibre des stakeholders, des différents parties prenantes, entre actionnaires, employés, consommateurs, clients, sont quand même des équilibres qu'il faut bien gérer. Je dirais aussi promouvoir la culture de long terme et éthique dans une entreprise, qui sont quand même des sujets importants. Éthique et long terme, pour vous, c'est nécessairement c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que à contrario, je pense qu'une entreprise non éthique a peu de chances de survivre, se faire rattraper. Donc je reviens au play by the rules. La législation mondiale, est devenue quand même très invasive, on peut le considérer invasive, mais très, on entendait tout à l'heure parler de l'OCDE, les normes internationales sont quand même très claires et très strictes. Ne pas respecter ces règles met une entreprise en danger. Alors c'est une introduction, on reviendra après évidemment avec vous. Même question pour vous, Jean-Luc Alavena. Comment est-ce qu'on favorise la vision de long terme dans un système qui promeut plutôt le court-termisme? Je crois effectivement, d'un côté, il y a un réalisme. Des fonds comme les nôtres sont sous une pression permanente et je ne pense pas le changement. Les marchés l'imposent, Antoine Frérot l'a très bien décrit, tout en cherchant des solutions. Et puis tout l'univers dans lequel nous vivons, de plus en plus digital et de plus en plus complexe, accélère aussi cette tendance. Et tout à l'heure, Laurent Alexandre, lorsqu'il parlait de l'impact de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'autres ramifications. Donc on voit bien que ce monde-là pousse vers le court terme, vers des choses qui changent brutalement. Et il faudrait croire pour le réorienter.
Je pense qu'il manque des valeurs, de l'éthique Non, comme Jean-Marie Rothschild. Alors, je pense bien entendu qu'il faut que ces valeurs et cette éthique existent. Et je pense qu'elles sont à la base de beaucoup de nos organisations maintenant. Il y a eu beaucoup de progrès de ce point de vue-là. Puisque dans la plupart des secteurs, et le mien qui est probablement le plus décrié, puisque combien de fois a-t-on dit que les fonds pouvaient être court-termistes, pouvaient être sans tenir compte de l'intérêt à long terme de l'entreprise, ce qui est totalement faux. Dans private equity, il y a private, il y a la capacité de gérer de manière longue. Il y a à peu près, dans tous les fonds qui ont levé du capital sur le marché, il y a à peu près aujourd'hui 1000 milliards de dollars disponibles dans le monde. Apollo gère 200 milliards, un certain nombre de fonds se trouvent dans cette catégorie-là, et ces fonds sont disponibles à plus de 10 ans. Ce sont donc précisément des acteurs de long terme. La combinaison de ces acteurs-là avec le marché est souvent vertueuse. La combinaison de ces acteurs-là avec des groupes industriels est souvent vertueuse. Le capitalisme familial, bien entendu. Rien n'est un excellent exemple. Je pense qu'on peut penser la stratégie d'un groupe comme le sien différemment quand on a cette vision long terme. Et puis, dernier point, j'ai trouvé remarquable tout à l'heure chez Jean-Paul Agon, c'est qu'il y a, dans un certain nombre de groupes industriels, cette pensée, elle a été profonde, elle a évité, j'allais dire, le marketing, qui consistait dans beaucoup de groupes aussi à apparaître en façade, comme avec une bonne gouvernance, le respect de l'environnement social. Là, c'est vrai, et je pense que vous l'avez tous senti tout à l'heure, c'était sincère, c'est vrai. Quand vous dites là, c'est vrai, ça veut dire que c'est pas toujours vrai. Ça veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que certains ont pris 10 ans, 15 ans, 20 ans, cette nécessité comme étant un peu de façade, puis il y a les groupes qui se sont transformés dans leur organisation. Et je pense que vous avez eu la chance tout à l'heure d'avoir le plus grand dirigeant français, un des groupes, qui montre comment on peut construire une réelle organisation, une réelle stratégie de long terme. Chez Vikram Khemka, est-ce que vous avez du mal, parce que vous, l'éducation par définition, c'est le travail à long terme, justement. Votre idée à vous, c'est de dire, bon, il va falloir qu'on ait des leaders éthiques. Votre pitch, je crois, c'est 1000 Gandhi. Essayez de trouver un millier de Gandhi dans le monde aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de promouvoir cette vision à long terme chez les décideurs? Est-ce qu'on vous laisse facilement, j'allais dire, mettre en place ces programmes? Vous travaillez dans 14 pays. Je m'excuse, je vais parler en anglais parce que je ne parle pas très couramment en français. Je suis convaincu que le problème, c'est que nos systèmes n'ont pas fonctionné. Regardez la planète. 0,7% de la planète qui se partage 41% des richesses de la planète. 8% de la planète qui se partage 83% des richesses de la planète. Ça, c'est les données du Forum économique mondial de l'année dernière. Donc, vous avez 8% qui vont se partager 83% des ressources. Ce n'est pas acceptable. Le système ne fonctionne pas. Il est cassé. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'une évolution va permettre de résoudre le problème ou est-ce que nous avons vraiment besoin d'une nouvelle génération de leaders avec une nouvelle éthique? Le Mahatma Gandhi a dit que la Terre est suffisamment riche et abondante pour satisfaire nos besoins, mais pas forcément notre cupidité. Donc, qu'enseignons-nous à nos enfants? Quel type de leadership leur enseignons-nous pour traiter des problèmes auxquels nous devons faire face? Quand nous avons parlé long terme, mais nous savons également que nous allons de plus en plus vite. La démographie a explodé. Nous allons approcher des 10 milliards d'êtres humains sur la planète dans les 5 années. Et la population indienne s'augmente du même nombre d'habitants que le nombre total d'habitants en France tous les 5 ans. Donc, si nous ne devenons pas plus sages, nous n'allons pas parvenir à résoudre le problème. Donc, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est définir ce qu'est le leadership. C'est un concept vague. Donc pour nous, de grands leaders, ce sont des piliers. Et il faut qu'ils sachent mener, qu'ils sachent entraîner, mais ça ne suffit pas parce que Hitler avait ses compétences. Donc ce qu'il faut également, ce sont des compétences humaines, éthiques, etc. Mais ça ne suffit toujours pas parce que vous avez de très bons leaders d'entreprise qui font de belles choses. Mais ce n'est encore pas suffisant. Et
Et ce que disait Gandhi, c'est qu'il faut cette dernière qualité qui est l'altruisme, qui leur permette d'être connectés au monde. Et c'est là que vous retrouvez des Gandhi, des Mandela. Où sont ces leaders aujourd'hui? Nous en avons besoin. Donc nous avons créé un programme dans les universités. Nous avons formé 3 millions de jeunes. Aujourd'hui, nous travaillons dans 40 pays à travers le monde et nous sommes un vivier pour recruter des jeunes qui ont ces valeurs d'altruisme et de leadership que nous Un dernier mot allons là-dessus, parce que pouvoir vous me pousser. disiez tout à l'heure, et quand je vous demandais combien de Gandhi avez-vous trouvé, évidemment c'est difficile, ça a commencé il y a 10 ans, donc on va attendre un petit peu pour le savoir, mais il y en a 350 que vous avez réussi à placer dans les plus grandes universités du monde entier avec vos contacts et votre réseau. Et vous me disiez, parfois on n'a pas réussi à les sortir de l'état d'esprit de ces grandes écoles où la réussite, c'est de finir chez Google ou chez Goldman Sachs. Pour vous, c'est l'échec absolu, ça? I always say to these children, 350 are now at the top universities. From 3 million, we've chosen 350. Those 350. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a 350 gamins. Et ces 350 gamins, on essaye de les désintoxiquer du système universitaire dans lequel l'objectif, c'est de rejoindre une grande banque ou un fonds d'investissement. Si Gandhi avait bossé chez JP Morgan, on aurait quand même perdu un super leader. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient l'aspiration à changer le monde. Alors, on espère réussir, mais on le saura dans 25 ans. Il faut une vision à long terme. C'est comme de planter des arbres. On prie les dieux et on cherche ces leaders et on essaye de les inspirer. Thank you. Qu'il va y avoir une tentative de développement de ce programme dans la zone francophone, puisque pour l'instant, vous travaillez dans les pays anglophones. Ariane de Rothschild, vous vouliez réagir à ça? J'avais un commentaire supplémentaire à faire parce que historiquement, on finance un très grand nombre de bourses depuis des générations. Donc on est des producteurs surtout en Israël, d'étudiants dans ce qu'on appelle en master et PhD. Et c'est vrai que j'étais assez insatisfaite du résultat, parce que, comme le dit Rajiv, je pense qu'il ne rendait pas assez à la société. Donc c'est vrai qu'on a créé des programmes supplémentaires où on choisit parmi ces boursiers un programme qu'on pourrait appeler de civil society qui dure 1 année. Donc on leur paye leur bourse, mais on leur demande de rendre dans l'économie et dans la société tout au long de leur bourse, avec une formation qu'on a développée pour eux pour pouvoir être plus intégrés dans la société. Et c'est aussi, c'est ça, c'est leur donner la chance d'être d'excellents étudiants, enfin d'être les meilleurs possibles, puisque c'est comme ça qu'on choisit nos bourses. Mais avec l'exigence que le temps de leur bourse y rende à la société. Est-ce que, comme le disait Jean-Luc Alabénas, c'est plus facile de développer ces notions-là, finalement, quand on est dans un système financier, familial, j'allais dire, qui n'est pas soumis à la grande règle du capitalisme mondial éclaté? Alors nous, on a un modèle différent, parce qu'historiquement, mais c'est historique, la famille faisait de la finance et fait de la philanthropie à côté. Donc, ce que je dis toujours à mes banquiers, je dis non, vous n'êtes pas des philanthropes, vous, parce que certains viennent et disent on vient travailler dans votre entreprise pour vos valeurs, et je dis non, il ne faut pas confondre, parce que pour vous, la c'est séparé. fait de la... Ouais. Alors, justement, c'est quelque chose que je rapproche de plus en plus. C'est ça. Et c'est très intéressant, et là, c'est là où je suis très optimiste, c'est que je vois dans les entreprises un sincère enthousiasme à aider les gens. Donc, je prends certains des projets philanthropiques que je ne dis pas que j'impose, que je suggère à la banque, typiquement de banque, c'est-à-dire soutenir les entrepreneurs sociaux ou l'intégration, par exemple, des femmes de la diversité. On vous écoute parce qu'on y croit, ou on vous écoute parce que vous êtes la patronne? Non, je pense que le plus grand compliment qu'on m'ait fait, c'est quand un banquier très classique, pur banquier, m'a dit que c'était une expérience inoubliable d'avoir passé 1 année. C'était une Sénégalaise qui avait un PhD en biologie,
et qu'il n'avait jamais réalisé, ce qui m'a beaucoup choqué, à quel point ces sujets de diversité étaient forts en France, parce que, à moins de s'y pencher de façon très pointue, c'est pas une évidence de le vivre. On en parle beaucoup, mais les gens le vivent. Quand on est un banquier dans rue de l'Élysée, c'est pas évident. Jean-Luc Alavena, on entendait là, cette difficulté à faire venir cette notion finalement philanthropique de long terme, parce que c'est aussi ça, dans l'activité business. Vous passez, si je ne me trompe pas, 10% de votre temps, vous donnez 10% de votre temps. Et de mon argent. Et de votre argent pour les fondations, de manière bénévole, pour essayer de favoriser tout ça. Ces 10-90, ça ne peut pas se mélanger, votre constat sur le marché aujourd'hui, ça ne peut pas s'intégrer au business model même, j'allais dire? Ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il fasse partie du business model. Moi, j'ai un credo personnel qui s'est développé au fil du temps. Il se trouve que ce 10% est né d'une conférence du père de Pierre Gattaz, Yvon Gattaz, à HEC quand je faisais mes études, et qui nous a parlé du décitant. Donnez 10% de votre temps à la société, à des causes d'intérêt général. Je l'ai fait très tôt, ça fait maintenant plus de 30 ans, et ça s'est développé de plus en plus. Et je pense, et une des actions que je souhaite mener, notamment au sein de l'Institut Aspen, dont les valeurs sont précisément l'humanisme et le rôle des leaders dans la société, c'est est-ce que si nous étions au lieu de quelques centaines, quelques milliers dans un pays comme celui-ci, quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers à décider non pas uniquement de donner de l'argent, mais de donner de notre temps et de notre énergie. Présider la French American Foundation, ça veut dire développer les relations diplomatiques franco-américaines, mais ça veut dire aussi y consacrer une partie de son temps personnel. Créer la Fondation HEC en demandant, nous sommes déjà plus de 10 000 donateurs aujourd'hui, pour que nous décidions, nous qui avons fait un peu de parcours, de payer toutes les études de ceux qui ne peuvent pas les payer, c'est un accomplissement et c'est la réalité aujourd'hui. En ayant démarré, il y a à peine un peu plus de 10 ans. L'idée, c'est quoi? C'est parce que vous vous dites, maintenant j'ai réussi, il faut que je mette du sens à ma vie, ou on va tous dans le mur, il faut vraiment qu'on s'y mette? Il y a les deux. D'abord, surtout pas, maintenant j'ai réussi, il faut du sens à ma vie. Ce sens, selon moi, doit démarrer dès le début de la vie. Donner et se consacrer aux autres, c'est une conviction personnelle qui doit démarrer dès le stade étudiant. Quand des étudiants sont sur un campus, il faut déjà qu'ils aient conscience du fait qu'ils doivent s'impliquer dans la vie de la société. On a beaucoup entendu, et c'est déjà bien, des personnalités d'un très haut niveau qui, une fois qu'elles ont tout accompli, disent « je suis maintenant dans le temps de la restitution ». C'est déjà bien, c'est mieux que rien, mais ce temps de la restitution et notre rôle dans la société démarre dès le début. On a à chaque âge quelque chose à apporter. Et pas strictement de l'argent. C'est de la conviction, c'est de la détermination, c'est du temps, c'est du leadership. Et ce leadership, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il se détecte très tôt. Dans toutes les fondations dont on parle, il y a des programmes de Young Leaders. Les Young Leaders franco-américains ont donné le président Emmanuel Macron, ils ont donné Alain Juppé, ils ont donné Hillary Clinton, ils ont donné de grands patrons, Henri de Castres, John Tain ou d'autres. Si dans chacune de ces institutions, on fait en sorte de déceler ceux qui ont le leadership pour porter sur leurs épaules en permanence un rôle qui est une fonction principale et un rôle à côté qui est leur engagement dans la société, d'abord on va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, on va donner cette touche d'espoir et deuxièmement, ça va donner du sens à leur vie. Moi en tout cas, j'enchaîne différentes tâches parce que ma vie n'aurait pas beaucoup de sens si elle concernait uniquement ma petite personne. C'est ce que j'appelle mettre nos égoïsmes au service des autres. J'aurais des tonnes de questions encore à poser, mais je vais respecter les temps qui nous ont été impartis. Je vous propose une conclusion chacun. Shiv, je vous attends peut-être un petit peu, mais vous m'avez dit, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, on peut faire ce qui compte, c'est de le faire avec du cœur, fondamentalement. C'est pas une vision utopiste pour vous, c'est le moteur fondamental. Il faut que ce soit réel et pas du social washing, j'allais dire, ou de la bonne conscience. I think I come from India, which is an ancient culture, so we think a lot about philosophy, like the French. But I think real leadership comes from within. So the internal development of the spiritual self allows you to reflect in the real world the type of leadership that you can have. And I think we all understand that at a deep level. But the thing is, we don't train to do that in a proper way. So if we can train deeply to understand ourselves better and to develop our own spiritual selves, I think we can become better leaders. And we need to teach our children that. Merci. Ariane de Rothschild, une petite conclusion? On peut l'applaudir. Alors je dirais,
par le cœur, ce qui me frappe beaucoup dans la vitesse dans laquelle les pressions financières, la vitesse digitale, ce que je trouve est très puissant, c'est la force du rêve. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est inspirer les gens et leur donner les moyens de leurs rêves. Parce que moi, j'ai fait. Et c'est donner aux autres les moyens de leurs rêves. Et je pense aussi y dédier, parce qu'on a la chance, tout ce qui est le brain power. Donc j'exige de mes équipes qu'elles donnent beaucoup de leur intelligence, parce que c'est plus que l'argent. Merci. Jean-Luc Alavena. Développer dès le plus jeune âge un très grand sens des responsabilités, un grand professionnalisme et une générosité, et faire en sorte que le plus grand nombre d'entre nous s'engage dans une action sociétale à côté de l'activité qui nous fait vivre. Merci à vous pour votre écoute. C'est trop fort. Merci beaucoup, merci Ariane de Rothschild, merci messieurs, merci Olivier Galzi donc pour ce débat qui a introduit l'acte 2 sur les bénéfices de la finance positive.